Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme puisqu'aujourd'hui nous allons parcourir le premier parc d'attractions du Walt Disney World Resort. Attention, roulement de tambour. Et oui, Magic Kingdom. Pour ce faire, j'ai besoin d'un partenaire qui m'accompagnera dans cette nouvelle aventure, mesdames et messieurs, Donald Duck. Oh, je l'espère bien moi aussi. Mais sans plus attendre, Magic Kingdom a ouvert précisément le 1er octobre en 1971 et il a été construit par les Wed Enterprises, et oui, vous la connaissez depuis mon épisode sur Disneyland, c'est l'ancêtre de Disney Imagineering. L'idée originale de Walt était de construire une version 2.0 de son Disneyland construit quelques années plus tôt en 1955. Il s'agissait également d'une des deux principales sections de son projet Floride, d'un côté son parc thématique et de l'autre une ville futuriste. Mais de ce qu'il en est de sa version améliorée, le parc thématique a une superficie bien plus grande et sous celui-ci, des tunnels nommés Utilidors sont mis en place pour aider la circulation des cast members et des célébrités autour du parc. La petite histoire dit que Walter a vu une fois un cowboy de Frontierland qui se déplaçait au travers de Tomorrowland. Sa première réaction est qu'il a détesté cette erreur temporelle dans cette mise en scène et veut alors éviter des situations comme celle-là dans son nouveau parc floridien. Son emblème, vous le connaissez, c'est le haut château inspiré de celui de son personnage de 1950, Cendrillon. En termes de visiteurs, on parle ici évidemment de plusieurs millions par année. En 2014, il y en a eu 19,33 millions, soit 53 000 par jour en moyenne, ce qui fait 2200 par heure ou 36 par minute, ou encore 6 visiteurs à chaque tranche de 10 secondes. Oh ouais, je suis fan de statistiques, et pour ceux qui sont fans de montagnes russes, Magic Kingdom en regroupe 4. Space Mountain, Big Thunder Mountain Railroad, Seven Dwarfs Mine Train et le Barnstormer avec le Great Goofy. Bon, ça suffit les chiffres, maintenant voyageons entre chacun des lands pour connaître leur vécu depuis leur apparition. Le premier land dont je vais vous parler est le tout premier que nous voyons dans notre journée, c'est la petite rue de Marceline, Main Street, USA. Mis à part une gare du Walt Disney World Railroad, ce land est reconnu pour n'avoir aucune autre attraction, seulement des boutiques et des restaurants. Mais saviez-vous qu'à partir de 1973, et ce pendant 10 ans, l'une des attractions les plus tranquilles de l'histoire de Disney était à Main Street. Elle se nommait Plaza Swan Boats et offrait un tour de bateau autour du château. L'entrée originale se faisait au Rose Garden et le quai d'embarquement était devant le Plaza Restaurant. Maintenant, faisons un tour dans le land ayant connu le plus de changements dans son histoire, Tomorrowland. Son but est de présenter le futur aux visiteurs et c'est pourquoi Disney se doit de le mettre à jour régulièrement pour présenter les nouvelles technologies ou l'idéologie futuriste du moment. En ouvrant avec le reste du parc, le Magic Kingdom Skyway était un télésiège qui offrait une vue unique du parc d'attractions. Sa course débutait à Tomorrowland et finissait dans Fantasyland où nous retrouvons l'actuel tour de Réponse. Il y avait également la Dark Ride If You Had Wings qui nous présentait le loisir de l'aviation et plusieurs destinations que nous pouvons atteindre. Voyez-vous comment la technologie évolue tellement vite quand on parle d'avion dans un land représentant le futur? Mais il faut pas oublier dans le temps, c'était quasiment de la fiction devenue réalité ça. Aujourd'hui, le trajet de la Dark Ride a été entièrement réutilisé. Et oui, Buzz Lightyear Space Ranger Spin a exactement le même parcours, seuls les décors et les véhicules ont changé. Et puis, en parlant de s'envoler, les Starjets étaient les ancêtres de Astro Orbiter. Et oui, les vaisseaux tournant en rond. Dans le temps, au lieu d'avoir des planètes au centre, on mettait plutôt en valeur une grosse fusée qui faisait rêver les petits garçons. Vous remarquerez, je vais faire souvent référence à Walt, mais qu'est-ce que vous voulez, le parc est à son image, mais lui aussi avait un rêve. Un monde où le futur serait merveilleux, où le développement technologique n'apporterait que de bons avantages à la société, et c'est pourquoi son attraction favorite qu'il a créée est le Carrousel du Progrès. Il a été créé pour la New York's Fair de 1964, puis transféré à Disneyland en Californie, mais à partir de 1975, c'est la Floride qui en a hérité. Bon, l'attraction est toujours présente, alors pourquoi je vous en parle? C'est tout simplement car elle a connu plusieurs modifications. Premièrement, à son arrivée à Disney World, le thème musical a changé et est devenu The Best Time of Your Life. Now is the time, now is the best time, now is the best time of your life. Plusieurs années plus tard, en 1993, le script a légèrement changé, les voix modifiées et des scènes réenregistrées, et la nouvelle vieille chanson thème There's a Great Big Beautiful Tomorrow a été ajoutée. There's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow
and tomorrow's just a dream away. Man has a dream and that's Techniquement, je dirais que c'est la vieille, puisqu'avant, à New York et Disneyland, c'était cette musique. Par contre, le fait que ça soit la nouvelle version de l'attraction en termes de scénario, je l'inclus dans la nouveauté aussi. Écoute, dis-toi que chronologiquement, There's a Great Big Beautiful Tomorrow est arrivé avant The Best Time of Your Life. Bon, affaire classée, il ne me reste que 2 attractions à vous parler pour Tomorrowland, et je vais donc tout de suite y aller avec Alien Encounter. C'était une attraction assez effrayante où les visiteurs s'assoyaient en rond et pouvaient profiter de la présence des extraterrestres pour en apprendre sur la téléportation et même en être témoins. Cependant, en cours d'expérience, le sujet rebelle qui devait se faire téléporter à un point potentiellement dangereux et inconnu de notre univers s'échappe et sème la terreur dans l'audience. Après 8 ans d'activité, on a reconnu que le manège ne correspondait pas à ce que Magic Kingdom devait représenter, et c'est pourquoi on l'a modifié un peu en ajoutant Stitch, mais en gardant les mêmes technologies utilisées, devenant ainsi Stitch Great Escape. Enfin, connaissez-vous America the Beautiful, Magic Carpet Around the World, America Journeys ou The Timekeeper? Toutes ces attractions se sont succédées et se ressemblaient. C'était une projection sur écran 360 degrés et nous apprenait les innovations majeures et l'évolution de la perception du futur et des nouvelles technologies. Entre autres, dans le Timekeeper, nous aurions rencontré plusieurs noms connus tels Jules Verne, Léonard de Vinci ou H.G. Wells. Maintenant qu'on a voyagé dans le futur, continuons notre tour et nous arrivons alors au Storybook Circus du New Fantasyland. J'ose espérer que chacun d'entre vous savait qu'avant la nouvelle expansion de Fantasyland, on retrouvait sur ce lieu le Mickey's Toontown Fair, l'un des rares lands qui se sont vus disparaître dans toute l'histoire de Walt Disney World. Ouais, le seul autre c'est le camp Mini Mickey d'Animal Kingdom, mais à l'origine, le land a ouvert en 1988 sous le nom Mickey's Birthday Land pour célébrer le 60e anniversaire de Mickey Mouse. Le principal attrait était un spectacle auquel Minnie prépare une fête surprise d'anniversaire avec Goofy, Donald, Tic Tac et Pluto pour leur cher fêté Mickey. On retrouvait également là-bas la ferme de Grand-mère Donald où la fameuse vache Minnie-Mou vivait. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette bête là? Pourquoi je vous en parle et que je la considère comme la meilleure vache du monde? C'est parce que on retrouve un Hidden Mickey sur elle. Je comprends pas là, c'est pourquoi ça? Ok, c'est beau. Ok, c'est beau, mais on parle pas de ça en ce moment là. Puis, bon Dieu, pourquoi je t'ai mis ce son là? Il est fatigant pas à peu près. Alors, j'étais rendu que 2 ans plus tard, le land s'est renommé Mickey Starland et mettait en valeur les personnages de Disney Afternoon dans un tout nouveau spectacle nommé Mickey's Magical TV World. Et puis, c'est en 1996 que Mickey's Toontown Fair est arrivé avec un style architectural beaucoup plus arrondi, beaucoup plus cartoon, comme le Toontown de Californie. Je voudrais bien enchaîner avec le reste du New Fantasyland, mais on s'entend qu'il y avait absolument rien avant. Alors, j'y vais avec la partie du bon vieux Fantasyland qui s'y trouve depuis le tout début. Je commence donc avec Dumbo the Flying Elephant. Ok, pour ceux qui sont pas au courant, il n'y a pas totalement disparu, paniquez pas là. L'attraction classique a simplement été doublée et relocalisée dans le Storybook Circus que je viens tout juste de vous parler. Une autre attraction bien appréciée à l'époque était 20,000 Leagues Under the Sea, où nous embarquions à bord d'un sous-marin à la découverte du fond marin. Un sous-marin à la découverte du fond marin, bref. On avait l'opportunité de voir des sirènes, un calmar géant et même la cité perdue d'Atlantis. Mais à la grande déception de plusieurs fans, l'attraction ferma en 1994. Peu de temps après, la file d'attente s'est transformée en Meet and Greet et en 1996, le terrain alentour sont transformés en Ariel's Grotto, où nous avions la chance de rencontrer Ariel et de se rafraîchir dans des jeux d'eau. En 2005, l'idée du New Fantasyland était déjà planifiée, alors Disney en a tout de suite profité pour reboucher l'immense bassin d'eau et a instauré le Pooh Playful Spot où nous retrouvions la fameuse grotte d'Ariel. C'était rien de plus qu'un terrain de jeu où les enfants pouvaient s'amuser dans la maison de Winnie et trouver un sous-marin caché en l'honneur de l'ancienne attraction. Finalement, ce petit parc ferma en 2010 pour laisser place à la nouvelle expansion, mais surtout à la mine des 7 nains. Tiens, on parlait de Winnie l'ourson, mais saviez-vous qu'est-ce qu'il y avait tout juste avant la Dark Ride qui lui était consacrée? Eh ben, c'était un tour dans le même genre qui nous faisait vivre les aventures de Mr. Toad. Ce qui rendait cette attraction unique est qu'il était composé de 2 parcours distincts qui nous faisaient progresser dans l'histoire différemment. Chaque nouveau tour était une surprise pour savoir sur lequel des circuits nous profiterons et quelle scène nous verrons. Dans le manège actuel de Winnie, nous retrouvons quelques clins d'œil à l'histoire de Mr. Toad, soit Maître Hibou avec Toad et Winnie et la taupe.
Un excellent classique et qui apportait joie ou peur et qui était là depuis l'ouverture a malheureusement fermé le 31 mai 2012. Je parle évidemment de Snow White Scary Adventures. Vous souvenez-vous de cette attraction où chacun d'entre nous retraçait l'histoire de Blanche-Neige? On passait au travers plusieurs scènes et voyait plusieurs personnages jusqu'au moment où le prince charmant vient de sauver Blanche-Neige. L'extension de Fantasyland et l'apparition de la mine des 7 nains a obligé Magic Kingdom à fermer le manège d'origine pour éviter une certaine redondance dans les expériences qu'ils offrent, mais aussi pour éviter les comparaisons entre les audio-animatronics de l'époque et ceux de la nouvelle génération à la fine pointe de la technologie. L'emplacement se nomme présentement le Princess Fairy Tale Hall et nous invite à rencontrer plusieurs princesses jusqu'à ce qu'une idée meilleure arrive. Enfin, pour cela, il ne me reste qu'à parler du Fantasyland Theater. Vous savez, le théâtre où le film 3D Mickey's Floor Magic prend place, dont le personnage principal est Donald. Pourquoi ça? Là, on va arrêter ces histoires-là, ok? Ben oui, c'est ça. Ok, c'est bon là, on a pas juste ça à faire là, je vais continuer mon émission là. Où est-ce que je t'ai rendu? Ah ouais, c'est vrai. À l'ouverture du parc, le spectacle qui était au Fantasyland Theater se nommait Mickey Mouse Revue, qui était un orchestre composé de 73 personnages Disney et dirigé par Mickey lui-même qui nous faisait entendre un medley musical provenant de plusieurs films. Ensuite, des petites prestations secondaires étaient entendues sur les côtés de la scène. Cette idée issue à 100% de l'imagination de Walt affirmée en 1980 pour laisser place à Magic Journeys en 1987, un ex-spectacle 3D d'Epcot nous laissant voir le monde sous les yeux d'un enfant. En 1994, un tout nouveau spectacle va remplacer ce film, le Legend of the Lion King. Avant le spectacle, les invités étaient amenés dans le pré-spectacle, où ils rencontraient Rafiki, introduisant l'histoire de Simba. Ensuite, tous sont transférés dans la grande salle de spectacle principale où ils ont eu droit à une version marionnette des moments clés du film Le Roi Lion. Pour ceux qui le connaissent, le style du spectacle était semblable à celui du Voyage of the Little Mermaid à Disney's Hollywood Studios. Hein? C'est la première fois que ça arrive, ça? Bon, excusez-moi, là, je vais regarder ce qu'on m'envoie, là. Bonjour à toi, comment ça va? S'il te plaît, pourrais-tu faire le message à Donald pour nous, qui n'est pas le héros de Mickey's Floor Magic? En fait, c'est lui qui a créé tout le désordre, et sans Mickey, nous aurions eu droit à un problème sérieux dans notre univers. Quel gaffeur, cordialement, bon, je pense que j'ai pas besoin de te faire le message. Tu le sais déjà, mais fâche-toi pas! Dis-toi que l'important dans la vie, c'est d'être fier de nos réalisations, peu importe ce qu'en pensent les autres. Ça y est, entrons maintenant au Liberty Square. Le land basé sur un village colonial de la Révolution américaine est quand même très petit et garde depuis son ouverture des attractions classiques telles que The Haunted Mansion, The Hall of Presidents ou le Riverboat. La seule attraction qui a disparu, c'est le Mike Fink Keelboat, des embarcations beaucoup plus petites que le Riverboat et qui naviguait également dans la River of America. Son quai d'embarcation est à gauche de la maison hantée, et lors de journées particulièrement achalandées, nous pouvons encore le visiter dans l'extension de la file d'attente de ce manoir hanté. Ah, c'est quoi ça, mais vous avez eu peur quand même, hein? Non, cherchez-vous pas à vous justifier, là, je le sais. Mais pendant que vous reprenez vos esprits, j'en profite pour vous en apprendre sur le land suivant dans notre tournée du Magic Kingdom, Frontierland, le pays du Far West, le paradis des cowboys et indigènes, appelez-le comme vous voulez. Il renfermera bien des attractions classiques lui aussi, avec son Splash Mountain, le Big Thunder Mountain Railroad et le Country Bear Jamboree. Ah, plusieurs reconnaissent ces oursons très doués qui nous offrent un moment musical unique en son genre, mais saviez-vous qu'entre 1986 et 1992, le spectacle a changé pour Country Bear Vacation Howdown, qui reprenait les mêmes ours animatroniques et qui cependant était habillé avec des vêtements de style estival et chantait des chansons en thématique avec l'été et le plein air. On est quand même revenu à la version originale quelques années plus tard car il était mieux adapté pour toutes les saisons. Tantôt, je vous ai parlé de bateaux disparus, mais ce n'est pas le seul, car à Frontierland, on avait la chance d'essayer les Davy Crockett's Explorer Canoes, un gros rabasca où l'on participe à la progression de l'attraction en ramant. Il faut croire par contre que ramer à Magic Kingdom n'est pas apprécié par tout le monde car le manque d'achalandage provoqua l'arrêt d'activité des tours sous un nouveau point de vue de la rivière America.
Tanné d'histoire envie d'un peu d'exotisme, ça tombe bien, juste à côté nous avons Adventureland, une zone représentant le mystère de l'exploration des terres étrangères. Il est thématisé pour ressembler aux jungles reculées d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud et dans le sud du Pacifique, avec une extension qui ressemble aussi à une place de la ville dans les îles des Caraïbes. Au cours de son histoire, aucune attraction n'a disparu, il y en a seulement des nouvelles qui sont arrivées pour bien remplir le land. J'aimerais quand même vous parler de 2 attractions, l'Enchanted Tiki Room et Pirates of the Caribbean. Eh bien, la première idée pour le Tiki Room de Floride était nommée pendant ses premières années d'opération Tropical Serenade. La seule différence avec l'attraction originale de Californie était le pré-spectacle et quelques numéros musicaux. Mais le principe est exactement le même pour les 2 parcs Disney. En 97, le spectacle est modifié en ajoutant 2 oiseaux bien spéciaux, Iago du film Aladdin et Zazu du Roi Lion. En janvier 2011, les officiers de Disney ont déclaré un feu dans le grenier du bâtiment, endommageant du même coup Iago. Mais ce qui n'a pas aidé, c'est que l'eau des gicleurs ont rendu défectueux la déesse Tiki qui était au centre. Des rénovations ont évidemment alors eu lieu, supprimant les oiseaux célèbres pour toujours. La version la plus moderne en Floride est donc la plus vieille de l'histoire du Tiki Room, celle que Walt a lui-même imaginée. Je m'excuse, c'est vrai, c'est le manège original, alors c'est le plus vieux. Ben merci beaucoup, #sarcasme. Du côté des Pirates des Caraïbes, ce que je veux vous présenter, ce sont les changements qu'il y a eu à l'une des scènes, celle où les femmes courent en rond pour attraper les pirates qui volent leur or et leurs bijoux. Avant de vous donner plus de détails, je tiens à préciser que la scène en question était sujette à une immense controverse car elle était considérée très sexiste par le public et inappropriée pour les enfants. En premier lieu, à l'origine, c'était les pirates qui couraient pour attraper les femmes pour, vous le savez, là, ce que les pirates leur réservaient de pas très légal et qui les traumatise à vie pour la plupart. Bon, ils voulaient les violer. Mais ce n'est pas tout, attendez. Un pirate qui était assis non loin disait également qu'il voulait hoist his colors sur une jeune femme, ce que je pourrais traduire littéralement par il voulait hisser ses couleurs sur une jeune femme. Écoute, je ne sais pas pour vous autres comment vous l'avez interprété, mais quant à moi, ils ont très bien fait de retirer ce passage qui peut être pris de manière inappropriée, disons. Écoute, j'ai pas besoin de faire un dessin pour qu'on comprenne un double sens, là. Et puis donc, la nouvelle version accueille plutôt Jack Sparrow dans le tonneau et le fameux pirate grossier nous parle maintenant de son petit pitou qu'il a perdu. Bref, je sais que j'ai pas pu parler de tout, comme les restos, les boutiques, les parades, etc. Mais j'ose espérer que j'en ai quand même appris beaucoup sur les archives des attractions de Magic Kingdom, le parc dédié aux contes de fées pour les jeunes et les jeunes de cœur. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour en connaître encore plus sur Disney et laissez-moi des commentaires et suggestions pour de futures vidéos. À la prochaine!